Un voyage à Paris, là. J'ai passé une petite semaine et ça me donne l'occasion de vous donner mes petites impressions. Alors, vous avez l'habitude, vous, ce que vous cherchez souvent sur Internet, c'est des Français qui vous donnent leur avis sur des pays à l'étranger. Ben là, vous allez avoir l'avis d'un type étranger sur la vie de la France. Parce que moi, je suis expatrié depuis plus de 15 ans, non, plus de 10 ans, ça fera bientôt 15 ans, et je reviens en France régulièrement, mais de manière ponctuelle. Là, j'ai vraiment eu l'occasion d'y rester une semaine, et ça m'a permis de faire tout un tas de constats, surtout que je suis resté en région parisienne, où habituellement je ne m'attarde pas. Et donc voilà, comme ça vous permettra d'avoir un petit point de vue critique sur votre propre pays. Et j'enchaînerai ensuite sur la question de la climatisation, puisqu'en ce moment il fait un petit peu chaud. Bon, pour moi, c'est. J'ai jamais trop compris les termes de canicule, hein. Moi, j'ai vécu à l'île de la Réunion pendant longtemps, donc les chaleurs extrêmes, les chaleurs épouvantables, je suis totalement habitué. J'ai horreur de ça. Moi, quand je suis à la Réunion, je mets la clim tout le temps, hein. Je suis pas en train de dire ne mettez pas la clim, au contraire, vous allez voir que moi, je vais être du côté pro-clim. Mais, euh, mais ouais, canicule, bon, pour nous à La Réunion, c'est des températures comme vous avez là, c'est comme ça tous les ans. On est habitué, même si on fout la clim. Alors, je commence par m'allumer un petit cigare, boire un petit coca, et on attaque directement le retour que j'ai à vous faire sur mon voyage à Paris. Tiens, en parlant de Paris, là, j'ai vu qu'il y a pas mal d'Américains qui sont à Paris en ce moment. Non, notamment celui qui a fait le buzz, ce streamer claviculaire, hein, dont on a dit beaucoup de mal, mais à mon avis, il s'agit quand même de remettre un petit peu les points sur les i. Vous savez, les Français qui se sont moqués de claviculaire, je vais revenir après, hein, mais les Français qui se sont moqués de claviculaire, ils me font penser à ce bouffon de la classe du qui on se moque tout le temps. Mais un jour, il y a un nouveau, tu vois. Et là, pour une fois, on se moque du nouveau, et le bouffon de qui on se moque tout le temps, il en profite pour rejoindre la masse, quoi, tu vois. Moi aussi, je vais me moquer de lui, moi aussi, je vais me moquer de lui. Ouais, calme-toi 2 minutes. Pendant toute l'année, c'est de toi qu'on se moque. Tu vois ce que je veux dire? On va en parler. J'allume ça. Tiens, j'ai testé ce truc-là. C'est en promo. Je monte un petit peu la boîte. Hop. Et oula, ça s'ouvre pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était un truc en promo. J'en ai pris une dizaine pour voir ce que ça donnait. C'est pas mal. Mais ces trucs qui sont un peu secs quand même. Et bon, comme je les ai achetés, on va les fumer. Ils sont un petit peu secs. Ils sont un petit peu durs, je trouve. Je trouve que ouais, ça pourrait être peut-être un petit peu mieux, je sais pas. Je mets ça là, je les coupe et on démarre. Donc oui, alors retour de mon voyage à Paris. Tu vois, moi j'ai toujours eu un biais un peu critique vis-à-vis des Français, puisque j'ai décelé chez ce peuple pas mal de biais, de biais en termes de mindset, notamment l'état d'esprit des Français m'a assez rapidement gavé depuis que j'étais jeune. Et depuis que j'ai atteint l'âge adulte, je ne cesse d'essayer d'affiner en fait mon logiciel de pensée pour essayer de comprendre réellement qu'est-ce qui fait que j'ai un problème avec, on va dire, la majorité des Français. Évidemment, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous ne faites pas partie de cette cohorte. Mais quel est mon problème? Pourquoi, par exemple, j'adhère beaucoup plus à la mentalité américaine qu'à la mentalité française, par exemple? Alors que je sais qu'en France, de manière générale, les Américains sont mal vus. Les Français n'aiment pas les Américains, les Français n'aiment pas ouais, on pourrait dire le mindset à l'américaine, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de philosophique, quelque chose de profond, en fait, hein. Les différences de vision du monde entre un Français et entre un Américain sont extrêmement profondes. J'essaierai de, j'essaierai d'en parler un peu. Mais ce voyage m'a aussi permis de voir l'état de la France, en fait. Comment la France évolue depuis que moi je me suis barré. Je me suis barré de France en 2012 à peu près. Ensuite, je suis un peu revenu, après je suis reparti, mais grosso modo, j'ai découvert l'extérieur, en gros, en 2012. Et même si je reviens régulièrement, c'est souvent pour des vacances qui sont à La Réunion. Et voilà, mais vraiment rester comme ça une semaine en région parisienne, ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas fait. Et vivre un peu comme un Parisien finalement. Même si on n'était pas exactement à Paris, on était plus en banlieue, on était du côté de Montgeron. On est du côté de Montgeron, très charmant comme quartier. On a fait diverses activités. Et voilà, et du coup, je vous donne mon feedback. Alors, premier feedback, évidemment, hein, ça va recouper un petit peu. Ça va recouper un peu ce qu'on a vu avec le streamer là. À savoir que oui, la région parisienne. Je sais pas comment dire ça en restant poli sur YouTube. C'est pas la même chose que quand mon grand-père venait, tu vois. Mon grand-père me disait, moi, quand je venais en région parisienne, tu vois, pour voir sur les Champs-Élysées, il y avait des voitures américaines qui étaient exposées. Et puis pareil, hein, il me parlait
Ouais, il aimait venir, lui qui est réunionnais aussi, hein, il aimait venir en France pour régulièrement voir des choses, tu vois. Alors lui, de son temps, quand il est venu en France pour la première fois, il fallait prendre le bateau. Il fallait rester un mois sur le bateau. Après, il y a le développement de l'aviation, mais il fallait prendre plusieurs avions. Et enfin, la France d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ça. Mais honnêtement, elle n'a plus non plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 10 ans. D'accord. Je veux dire, voilà, il y a vraiment maintenant cette population qui est installée et qui est omniprésente. Qui est omniprésente. Euh, Tu vois, la question en fait que je me suis posée quand je suis allé à Paris, c'est vrai qu'il y a des très belles choses à Paris, il y a des beaux restaurants, il y a des beaux monuments. Comment on fait en fait pour profiter de Paris alors que c'est une ville qui est bourrée de gauchos, côté population française, et bourrée d'immigrés. C'est un peu compliqué. C'est une ville qui est dangereuse, c'est une ville, etc., avec tous ces gauchistes, avec toute cette nouvelle population, avec tous ces nouveaux Français. Et, euh, et ouais, comment en profiter en fait? Parce qu'on peut en profiter. Je sais qu'on peut en profiter parce que je vois sur Instagram en permanence des influenceurs étrangers qui font des séjours à Paris et qui ont des clichés, des vidéos absolument sublimes où ils visitent des endroits sublimes. Je me dis, bah attends, mais ça, c'est pas ça l'expérience parisienne de base, quoi. Le parisien de base, il ne va pas dans ces endroits, il ne va pas dans ces lieux. Quels sont ces lieux? Quels sont ces restaurants? Quels sont ces endroits? Et là, tu vois, on a vraiment essayé de visiter un maximum de trucs et ça m'a fait cogiter. Alors, on est resté dans un endroit à Montgeron, d'ailleurs, un Airbnb. Les gens disent oui, Airbnb, les gens critiquent Airbnb. Mais là, tu vois, on a pu avoir une grande maison, très belle, dans un endroit qui était très boisé. Je crois que c'était genre 2000 € la semaine. Et c'était super en fait. Voilà, c'était très bien, c'était spacieux, ça fonctionnait bien. C'était pas un truc un peu minable, un peu, tu vois, il y avait vraiment de l'espace pour tout le monde, des lits pour tout le monde. Bon, évidemment, quand moi j'y suis allé, il n'y avait pas la canicule, donc je sais même pas s'il y avait la climatisation. Nous, on n'en avait pas besoin, quoi, hein, c'est ce que je veux vous dire. Mais enfin, ouais, c'était correct. Et c'est pour vous dire que, tu vois, pour tous les gens qui critiquent Airbnb, je vois souvent des gens sur Internet critiquer Airbnb, me parler d'hôtels, etc. Ouais, ben nous, ce qu'on a fait là, on n'aurait pas pu le faire avec un hôtel, tu vois ce que je veux dire. Si tu es dans un groupe de 7, 8, 9 personnes, tu vas pas prendre 4 chambres d'hôtel, tu vois, à la semaine. C'est tellement plus agréable d'avoir une grande maison, un bel espace, avec un grand jardin, où tu peux réellement être chez toi pendant l'intégralité de tes vacances, garer ta voiture, etc. Donc on était là, on a visité pas mal de trucs, tu vois. Et déjà, la première chose que ça m'a rappelé, je le savais, mais il y a une différence entre savoir quelque chose et vivre quelque chose. C'est vraiment le passé vraiment glorieux, grandiose de la France. Si aujourd'hui la France, qui est un pays de perdants, un pays de dépressifs, de nihilistes, de gens qui sont tout le temps en train de broyer du noir, tout le temps en train de faire du négatif, enfin avec toute une série de problèmes, hein. Si ce pays aujourd'hui est encore visité à l'international, s'il est encore le pays le plus visité au monde, malgré tous ses défauts actuels, malgré son soft power qui diminue, malgré je vois de plus en plus de gens sur Internet critiquer Paris, hein. Je ne le voyais pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, moi j'habitais à Paris, je savais que c'était pas ce que les gens croyaient. Mais sur Internet, je voyais que du positif. Maintenant, je commence à avoir mixed reviews, mixed feelings sur cette ville. Mais quand on a de l'argent, c'est bien quand même. Ah, mais il faut en avoir. Je vais y revenir. Donc tu vois, c'est vraiment ce passé glorieux en fait. Quand tu visites des trucs comme... voilà, visiter déjà le château de Fontainebleau. Moi, j'ai jamais vraiment trop fait de visite touristique en fait. Je pense que d'ailleurs, quand tu réalises ça, j'ai réalisé qu'en tant que Français, j'avais jamais fait tant de visites touristiques que ça. Quand tu es en France, quand tu es à Paris, en fait, tu prends ça pour acquis. Tu te dis, mais je suis pas un touriste, je vais pas aller visiter le château de Versailles alors que j'habite à Paris, c'est un truc de touriste. Et en fait, si vous êtes parisien et que vous écoutez cette vidéo, ou même si vous n'êtes pas parisien, je vous encourage quand même à aller visiter ces monuments, ne serait-ce que pour comprendre le décalage en fait entre la France telle qu'elle était à une certaine époque, notamment en Ancien Régime, et la France telle qu'elle est aujourd'hui. C'est vraiment important de comprendre, de saisir en fait l'ampleur de ce décalage. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment important. Et ne prenez pas pour acquis nos monuments, tu vois, faut pas prendre ça pour acquis dans le sens où moi, quand j'étais enfant, je me disais un peu, voilà, le truc, il a une demi-heure de chez moi, ça peut pas être un truc grandiose, tu sais, c'est ce biais qu'on a, on se dit, si un truc est vraiment hors du commun, il peut pas être à côté de chez moi, il est forcément loin, il faut forcément voyager longtemps pour y aller, tu vois. Et en fait, non. En fait, c'est à littéralement, si tu es à Paris, tu es à littéralement une demi-heure de monuments, en fait, de la civilisation dans ce qu'elle a de plus raffiné, dans ce qu'elle a eu de plus élevé, en fait. Et ça, tu le trouveras nulle part ailleurs dans le monde. Peut-être un peu en Italie, mais tu n'iras pas le trouver en Chine. Et j'irais même dire, tu iras pas, dans cet état-là, tu ne l'auras pas trouvé aux États-Unis. Parce qu'à l'époque où ces monuments ont été créés, les États-Unis n'existaient pas.
Tu n'iras pas le trouver à l'autre bout du monde. En fait, c'est là, en fait. La civilisation telle qu'elle existait avant la révolution industrielle, le sommet de cette civilisation, c'est la France. D'accord? On peut mettre aussi un peu dans le lot, évidemment, toute l'Europe, hein, mais enfin, la France, c'est quand même quelque chose, quoi. Je veux dire, le château de Versailles, je sais pas s'il y a des... Est-ce qu'il y a des monuments, je sais pas, en Allemagne ou en Grande-Bretagne qui puissent rivaliser avec ça? Ça m'étonnerait. Mais même le château de Fontainebleau, tu vois, était époustouflant. C'est un pays qui, à l'époque, n'avait pas peur, en fait, d'embrasser les notions de grandeur. Tu vois, sur le château de Versailles, il y a écrit à l'entrée, déjà, c'est des trucs qui sont énormissimes, c'est mégalithique. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment une dimension, je sais pas, il y a une dimension mégalithique. On a l'impression de voir vraiment quelque chose qui est, je sais pas, qui était. Tu vois, les débiles qui disent que les pyramides ont été construites par les aliens, c'est un peu ça, quoi. Le truc est tellement énorme, tout est tellement énorme, tout est tellement extravagant que tu te dis, putain, mais les hommes qui ont fait ça n'ont plus rien en commun avec ceux d'aujourd'hui, en fait. Tu vois? Et je pense que l'une des plus grandes différences entre la France de l'époque et celle d'aujourd'hui, il y a un million de différences, hein, mais l'une des plus grandes, c'est cette volonté, en fait, de, ouais, de faire des choses grandioses, en fait. Si tu veux, c'est vraiment cette volonté d'arriver et de se dire, on va vraiment, le génie humain, on va le travailler le plus possible pour pouvoir faire des choses qui sont grandioses, pour pouvoir faire des choses qui sont ultra imposantes. On n'a pas peur de faire des trucs qui sont ultra imposants, tu vois. Là, aujourd'hui, on aurait l'impression que c'est try hard, que ça sert à rien, ça fait gaspiller de l'argent, etc. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. Et c'est pareil partout. On peut faire la même remarque les tenues aristocratiques, ou les pièces à l'intérieur des châteaux, ou comment on appelle ça? C'est pas les calèches. Les calèches aristocratiques étaient ornées, etc., en or et tout. Et vraiment, cette volonté d'en imposer, en fait, de s'imposer, de briller, d'être extravagant, de faire du grandiose, en fait. Là où aujourd'hui, en France, c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. C'est un pays avec des petits salaires, des petites voitures, des petites rues, des petits mindsets, des petites gens, tous mesquins, cachés dans leur coin, etc. Ça n'a rien à voir, en fait. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Je sais pas quoi dire de plus. De voir, en fait, d'où on est tombé, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on peut conclure et dire que la révolution industrielle était un formidable échec. Un formidable échec. Quand on voit ces monuments, on comprend, en fait. Ça a été un formidable échec. C'est toute cette mentalité démocratique où tout doit être égal, on doit tous être égaux, personne ne doit chercher à s'élever au-dessus de l'autre. C'est tout ça, moi, ça me dégoûte, ça me débecte profondément. Donc tu vois, voilà, j'ai vraiment pu mesurer en fait l'ampleur de ce qu'a pu être notre pays et d'où en fait s'il est tombé en fait. À quel point aujourd'hui c'est comme si on était tombé je sais pas, du mont Everest ou je sais pas quoi. On était au sommet, mais au sommet quoi. Et aujourd'hui on en est là quoi. Donc ça m'a fait réaliser ça. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que, à mon avis, Paris et la société française, de manière générale, est une société qui devient de plus en plus vraiment stratifiée. Les gens souvent disent, oui, mais pour éviter l'insécurité, pour éviter ceci, cela, les bouchons, il faut aller vivre à la campagne. Les gens pensent que pour fuir leurs problèmes, il faut se déplacer géographiquement en France. Je pense que c'est une erreur. Je pense que de plus en plus, en fait, ça va pas être une question de géographie, ça va être une question de strate sociale. Ça veut dire que à Paris, en fait, et en région parisienne, dans les banlieues chics, etc., les banlieues craignos, etc., tu as vraiment une stratification. Vivent au même endroit des gens qui évoluent dans un univers totalement différent. Totalement différent. J'ai eu l'occasion, notamment pas de visiter, mais d'aller assister à des courses hippiques. Parce que mes filles voulaient absolument aller voir des courses hippiques. Donc on est à l'hippodrome de Longchamp. Alors là, c'est pareil, je prenais ça complètement pour acquis. Je me dis, voilà, il y a un hippodrome, on y va. Et maintenant, j'ai remarqué qu'en fait, beaucoup d'Instagrammeurs, mais inconnus, enfin étrangers, hein, américains, européens, etc., souvent, si vous êtes un peu sur Instagram sartorial, classe, old money, vous allez souvent voir des clips qui ont lieu à l'hippodrome de Longchamp. Et je me rends compte que c'est pas n'importe quel hippodrome en fait. C'est là que vraiment il y a des gens qui vont venir de l'étranger, prendre l'avion, peut-être des jets privés, pour assister à des événements hippiques ou équestres. Je sais pas c'est quoi la différence entre hippique et équestre. Mais en tout cas pour assister à des événements à l'hippodrome de Longchamp. Et alors moi je prenais ça pour acquis, tu vois. Et alors en allant là-bas, j'ai constaté effectivement qu'il y a quand même à Paris encore une population de qualité.
j'ai eu l'occasion de voir là-bas des gens qui plutôt de qualité. On voit que c'est pas la plèbe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la plèbe. Des gens qui s'habillent correctement, des gens qui ont un certain pédigré, on va dire. Je sais pas besoin que j'utilise des termes trop agressifs sur YouTube. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir, hein. Mais c'est vraiment des gens bon chic, bon genre. Il y a une sécurité en béton. Donc, de toute façon, vous n'allez pas avoir de. Si vous voulez, vous êtes assis dans les gradins, vous regardez une course hippique. Bon, il n'y a pas à y avoir 300 racailles qui vont venir et foutre le dawa, quoi. Déjà, ils rentreront pas, parce qu'il y a la sécurité qui va les empêcher de rentrer. Et voilà, quoi. Même si, tu vois, potentiellement, n'importe qui peut acheter un ticket, hein. Je veux dire, c'est pas. N'importe qui peut acheter un ticket. Bon, faut faire attention, si vous y allez en famille, ça monte assez vite. Il y a plusieurs tarifs. Il y a le tarif, alors si vous voulez, où il y a le tarif, je crois que ça s'appelle un truc genre plancha ou planche, les planches, un truc comme ça. Et là, vous pouvez manger, etc. Alors, il y a encore un autre truc avec des food trucks pour manger, mais le truc des planches, je crois que c'est vraiment. Je sais pas si vous avez accès à un restaurant ou à un espace lounge. Là, je crois que ça monte à 130 ou 160, 170 euros par personne. Donc, ça crée une barrière financière, mais pour s'assurer que les gens qui seront là ne seront pas des gens à problème, n'est-ce pas? Le sujet, à savoir les chevaux et la barrière financière, font que, et en plus la sécurité, font que vous pouvez être sûr, si vous allez là-bas, que vous fréquenterez des gens bien. Oserais-je dire, si vous êtes un homme et que vous cherchez une femme de qualité, c'est peut-être l'endroit où vous pourriez essayer de faire quelques approches. Mais des approches cordiales, hein. On reparlera des approches d'ici quelques instants quand je parlerai de claviculaire. Mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de jeunes que je me suis dit, bah, si tu as la tchatch, si tu as réussi à développer comme ça cette paire de couilles, hein, cette capacité nerveuse à aller approcher des groupes, à aller faire du small talk avec le sexe opposé, eh bien, ça peut être un endroit où on peut rencontrer, à mon avis, des femmes plus qualitatives que la moyenne. Après, attention, hein, ça va être de la bourgeoise, c'est près du 16e, etc. Voilà, il y a certains codes peut-être à avoir. Bon, je ne vais pas vous mettre de pensées limitantes, mais je ne vais pas non plus vous vendre du rêve, d'accord? Sans doute, les filles auxquelles vous allez parler là-bas ne parleront pas avec l'affrication. Sans doute, elles auront une certaine politesse, une certaine éducation, un body count sans doute moins élevé, mais ça ne veut pas dire que ça va tomber tout le cul dans le bec. Mais en tout cas, pour les gens qui me disent la France maintenant c'est la zone, c'est la jungle, c'est le tiers-monde, bah si vous allez à l'hippodrome de Longchamp, je vous garantis, c'est pas le tiers-monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cet endroit. Alors, j'ai eu l'occasion aussi d'aller où ça? Alors, il n'y a pas l'endroit où je voulais aller, mais où j'ai pas pu. On a voulu aller. Alors, on se baladait justement près des Champs-Élysées, qui sont un endroit qui est assez snobé par les Parisiens, parce que c'est pareil, c'est associé. En fait, tu vois, je pense qu'il y a un gros biais chez les Parisiens qui est de se dire, faut surtout pas que j'aille dans les endroits touristiques parce que c'est pour les touristes. Mais vous savez, les touristes, ils viennent pour voir quoi? Ils viennent pour voir ce qui a fait la grandeur de la France. Ils viennent pour voir ce qu'il y a de plus beau en France. Donc paradoxalement, les endroits touristiques sont souvent aussi les plus beaux. D'accord? Les gens se disent non, non, mais moi je suis un local, je veux faire des trucs de locaux. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait le français local aujourd'hui? Il va acheter un kebab, il va acheter un testi-crousti, il va à la chicha. C'est ça que vous voulez faire? Sortez de ces blocages mentaux où vous vous dites j'ai pas envie de faire un truc touristique parce que c'est pour les touristes. Putain, mais les touristes ils vont voir les plus beaux monuments qu'il y a en France. Les touristes ils se regroupent précisément dans les endroits là où la France a le plus de choses à offrir. Là où le français local, il vit dans des quartiers minables, il bouffe son testi-crousti, son kebab, sa pizza surgelée. Hein, il vit dans des. Vous avez vu un petit. Allez dans les zones touristiques, entre guillemets, regardez un peu la gueule des appartements. Avenue Foch, etc., près des Champs-Élysées. D'accord? C'est des machins à plusieurs millions. Parce que c'est là qu'il y a les trucs les plus beaux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai essayé d'aller prendre un café au. C'était quoi? Ah oui, au Crillon. L'hôtel Le Crillon. Je sais pas ce que c'était. Je passe devant, je vois qu'il y a 45 flics. C'est juste à côté de l'ambassade américaine. Puis je vois qu'il y a des mecs en costard et tout. Je me dis, voilà, là oui, ça c'est la France. Là, il y a des mecs en nœud papillon, etc. Viens, on va prendre un café dedans. Je me suis. Alors, je sais pas si c'était un vrai recal ou un faux recal. Mais on arrive à la. En fait, je savais pas que c'était un hôtel à 6 000 euros la nuit, le Crillon. Où il y a des stars, il y a des stars américaines qui viennent dedans et tout. Je savais pas, j'en avais aucune idée. C'est un truc à 6 000 balles la nuit. Je rentre dedans comme ça. Je suis bien habillé quand même, attention. Hein. Toujours bien sapé. Mais je leur demande si ils ont de la place dans le. Je demande à l'accueil, voilà, on n'est pas de l'hôtel, mais on voudrait juste boire un petit café, si possible, dans l'endroit qui s'appelait, je crois, le jardin d'hiver. C'est l'endroit typique de l'hôtel, un endroit absolument sublime,
Regardez, hein, si vous êtes français, ça va vous faire renouer un peu avec ce qui reste en France de qualitatif. D'accord? Ce qui fait encore que la France n'est pas un pays du tiers-monde, et ce qui fait qu'il y a encore des Saoudiens ou des Américains ou des milliardaires russes et chinois qui veulent visiter Paris. Typiquement, c'est des gens qui vont venir au Crillon. Ok? Euh, et donc, c'était le jardin d'hiver, l'endroit où on voulait boire notre cappuccino. On y va. J'avoue qu'il y avait pas mal de gens, et il restait quand même 2-3 places. Et alors là, le gars qui s'occupe de là vient nous voir, on dit voilà, que désirez-vous, machin. Alors je précise encore une fois, dans cet hôtel, quand vous rentrez dans cet hôtel, toutes les personnes, déjà vous allez croiser de très belles femmes, mais aussi des hommes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la faune, d'accord? C'est pas la femme de ménage de l'Ibis Budget, ok? C'est pas c'est pas la femme d'accueil de l'Ibis Budget, ok? Vous avez des personnes qui sont, on va dire, je sais pas comment dire ça parce qu'il y a des mots sur YouTube qui sont un peu tendus, mais des gens qui sont très élégants sur le plan vestimentaire et même sur le plan physique, et même quel que soit leur âge d'ailleurs, et qui sont extrêmement polis. Vous n'allez pas croiser une personne dans cet hôtel sans que la personne ne vous regarde et ne vous dise bonjour monsieur, bonjour madame. Ça, c'est quelque chose qu'on perd en France. Souvent, les gens se plaignent et les gens disent bah voilà, les manières se perdent. Allez faire un tour à l'hôtel de Crillon, je peux garantir que les manières ne se sont pas perdues. D'accord? Donc nous, c'est pas compliqué, ma femme et moi, on rentre dans l'hôtel. Première personne qu'on croise, c'était une dame, du personnel de l'hôtel, talons aiguilles, etc. Super bien sapé qui sort. Bonjour monsieur, bonjour madame, avec un grand sourire. Mais elle n'était pas à l'accueil, donc enfin, c'était pas elle, elle n'était pas en charge de. Elle sortait de l'hôtel, quoi. Donc elle nous a juste. Mais en gros, même si elle a fini son shift, je sais pas si elle avait fini son shift ou quoi, bonjour monsieur, bonjour madame. Toutes les personnes qui vous croisent vont vous regarder dans les yeux et vont vous dire bonjour monsieur, bonjour madame avec un sourire. Je veux dire, ça permet de. Je sais pas, ça donne du baume au cœur. Du coup, la civilisation existe encore. Il faut juste claquer 6000 balles par nuit, mais sinon la civilisation existe encore. Donc je reviens à mon histoire, on arrive à l'endroit où on voulait prendre notre truc, et le gars ne nous a pas 100% recal, mais un peu quand même. Il nous a dit oui voilà, en fait là on est sur le point de fermer donc on n'a plus de place. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit pas on, il dit je. Il dit je suis sur le point de fermer, j'ai plus de place. T'as vu, j'essaie de négocier un peu, je dis bah à l'accueil il nous a dit que c'était bon. Gentiment je lui dis ça, il me dit ouais mais ils sont pas. Faut que je leur dise en gros. Je sais pas si c'était vrai ce qu'il disait, je pense que c'était un peu faux. Je pense qu'il y a peut-être trop de monde et qu'il s'est dit voilà, deux jeunes entre guillemets, parce que j'ai 35 ans, mais c'est vrai que dans ces hôtels-là, 35 ans, ça reste jeune par rapport à l'âge moyen de la clientèle de cet hôtel, qui viennent juste prendre un café en heure de pointe où c'est blindé. On préfère peut-être laisser la place pour quelqu'un d'autre. Peut-être que j'aurais dû lui parler en anglais, le gars, puisque je suis bilingue. Mais il m'a recommandé d'aller dans un autre endroit de l'hôtel où je pouvais toujours prendre un café. Et effectivement, il y avait un autre endroit qui, pour le coup, il y avait beaucoup moins de gens. On aurait sans doute pu prendre un cappuccino dans cet endroit. Mais là, c'est moi que ça n'a pas intéressé parce que moi, je voulais aller au jardin d'hiver. Okay, c'est vraiment un endroit qui est sublime, qui est typique. C'est les gens viennent pour ça. Et l'autre endroit était très, très classe aussi. Mais bon, on aurait pu trouver cet endroit-là dans n'importe quel hôtel. Donc, j'ai préféré ne pas y aller tout simplement. Et à la place, on est allé à un autre endroit qui était super sympa, pour le coup, qui est un spot assez touristique, qui était le café du Petit Palais. Mais en fait, une fois que vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous commencez à scroller sur des influenceurs, notamment des influenceurs qui ne sont pas français, hein, et qui visitent Paris, et ben si vous likez deux trois publications comme ça va vous suggérer plein d'endroits qui sont vraiment beaux en fait. Et c'est vrai que moi ça m'a fait du bien en fait de sortir de la vision que j'avais de Paris, qui était quand même une vision ultra ghetto, quoi. Les rues sales, etc., l'insécurité, les centres commerciaux qui sont bas de gamme, etc. Mais la conclusion que j'en tire, c'est que pour profiter de Paris, il faut vraiment beaucoup d'argent en fait. Il faut pouvoir aller dans des endroits qui sont chers, dans des endroits qui sont forcément très touristiques, parce que les touristes viennent pour ça, y compris les touristes très, très argentés. Et souvent, c'est des endroits aussi où vous voulez une place, il va sans doute falloir réserver. Voilà. Moi, malheureusement, je suis quelqu'un de très spontané. Vous savez que je fais tout au dernier moment. Voilà, c'est un peu mon côté un peu TDAH. Je ne sais pas s'il y a du TDAH, mais en tout cas, je fais tout au dernier moment, je fais tout dans le rush. Et voilà. Donc voilà pour cette expérience-là. Après, on a visité d'autres trucs, tu vois, mais tu vois, des trucs où, je sais pas, moi quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, que j'habitais à Paris, en fait, je m'en battais complètement les couilles de tout ça. Alors, je m'en foutais comme de l'an 40. Voilà, je crois que je suis allé, je suis resté 2 ans à Paris, je suis allé à la Tour Eiffel une fois parce que je m'emmerdais. Et, et je me suis dit, ouais, bon, c'est bien, mais bon, voilà, on a fait le tour, quoi. On a fait le tour. Tu vois, parce que tu prends vraiment ça pour acquis. Et la Tour Eiffel est loin d'être le monument le plus impressionnant de Paris. Ça reste, sans vouloir manquer de respect à ce monument, ça reste un tas de ferraille. Quand vous voyez Montmartre, quand vous voyez Notre-Dame, quand vous voyez le château de Fontainebleau, le château de Versailles, bon, on va me dire c'est pas à Paris, mais même on allait voir quoi d'autre,
euh, le truc de la marine, l'hôtel de la marine, je crois. Ce sont les trucs qui sont mais des chefs-d'œuvre architecturaux, quoi. Pour faire ça, c'est pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'une question d'argent. C'est pas juste ah bah avant l'argent, la France elle avait de l'argent pour pouvoir faire des monuments comme ça. Bien sûr qu'il faut de l'argent, bien sûr qu'il faut une ressource colossale, mais il faut aussi être arrivé à un niveau de raffinement en termes de civilisation qui est exceptionnel. Parce que pour avoir des architectes qui ont fait jusqu'à aujourd'hui, les gens à Dubaï font appel à des architectes européens pour faire leurs gratte-ciel, etc. Mais je dirais que les gratte-ciel modernes ne sont pas aussi séduisants et charmants que ce qu'on a pu faire à cette époque dans la vieille pierre. Quel que soit le style d'ailleurs, il y a pas, sans doute que je ne suis pas un architecte, mais je comprends bien que le style gothique d'une cathédrale, c'est pas la même chose que le style du château de Versailles, peut-être un peu plus inspiré de la Renaissance ou de voilà, je sais pas, c'est pas les mêmes styles du tout, mais chacun à sa manière euh, impressionne, frappe en fait. C'est vraiment frappant de se dire mais nos ancêtres c'était autre chose. Et moi ce que je me dis souvent, ce que je trouve très triste, c'est que nos ancêtres en fait, ces gens qui ont bâti ce pays grandiose, qui jusqu'à aujourd'hui, si les gens s'intéressent à la France, c'est parce qu'on se repose sur les lauriers de nos ancêtres, on va être très clair. Si ces gens aujourd'hui étaient réincarnés, ils seraient immédiatement mis en prison. Toutes les valeurs en fait qui étaient embrassées par la société de cette époque et par les hommes de cette époque, c'est une société qui est quand même, enfin voilà, je suis désolé, mais le château de Versailles il a été fait par des hommes, il n'a pas été fait par des femmes. Les valeurs en fait qui étaient promues ou embrassées, auxquelles adhéraient ces hommes-là et qui ont permis l'avènement de cette civilisation grandiose, aujourd'hui c'est que des valeurs qui sont mises au pilori. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais des valeurs sur lesquelles on chie, voire qui sont illégales. Je vous pose une question très simple. Croyez-vous que les hommes qui ont fait le château de Versailles, qui ont fait la cathédrale Notre-Dame, qui ont fait je sais pas moi, le château de Fontainebleau, ou tous ces monuments qui y a à Paris, je suis loin d'être un expert, hein, mais croyez-vous que ces hommes étaient, enfin, je veux dire, se préoccuper de l'homophobie, ou de l'antiracisme, ou de l'inclusion, ou du climat? Je veux dire, sur le château de Versailles, c'est écrit en gros aux gloires de la France. Voilà ce qui est écrit. C'est énorme, c'est des lettres énormes gravées dans la pierre. Aux gloires de la France. Je crois qu'il en avait quelque chose à foutre de l'inclusion, le gars qui a fait chier cette écriture-là. Je ne sais pas si c'est aux gloires ou si c'est aux plus grandes gloires de la France. Et dedans, vous avez des statues de marbre, etc. Je veux dire, des tableaux, des tapisseries. Enfin, je veux dire, c'est. Est-ce que vous croyez que ces hommes-là avaient envie de se cacher? Il y avait l'envie de se montrer, en fait. De montrer sa puissance et d'aller chercher encore plus de puissance, en fait. Ce qui est le contraire de l'écologie, hein. Tout ce qui est la décroissance, l'écologie, l'idée de dépenser moins d'énergie, c'est la pulsion de mort, en fait. La pulsion de vie, c'est d'aller chercher plus d'énergie, plus de conquête, plus de beauté, plus de raffinement. Et d'ailleurs, paradoxalement, ça c'est un truc que les gauchistes ne comprennent pas, mais c'est en allant chercher plus de conquête, en allant chercher plus d'énergie, plus de puissance, plus de ressources, qu'on peut devenir une société prospère et raffinée. Et c'est uniquement une fois qu'on est devenu une société prospère et raffinée qu'on peut effectivement avoir beaucoup plus de moyens pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Beaucoup de gauchos ne comprennent pas ça. D'accord? Il faut d'abord être prospère, avoir de l'oseille en plus, pour se dire, on va, par exemple, je sais pas, verser un salaire à une personne qui est en une situation de handicap qui ne peut pas travailler. Ah oui, mais si le salaire moyen c'est 5, c'est 3 dollars par jour, comme en Ouganda ou au Burkina Faso, bah, si un mec handicapé, malheureusement, on ne peut pas trop faire grand chose pour lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut d'abord aller chercher. C'est parce qu'il y a des hommes, en fait, qui ont soif de pouvoir, de conquête, de puissance, et d'aller chercher la ressource, d'aller chercher le développement, que derrière la société devient prospère. Et avec cette prospérité, on va pouvoir rediriger une petite partie de cette prospérité, mais une petite partie, pas 50%, pour aider les personnes qui sont en difficulté. Ah, mais où en étais-je? Voilà, c'est frappant en fait. De voir voilà, c'était un monde différent. En fait. Et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était à quoi, 200-300 ans? 400 ans? Les choses ont tellement changé. Et quand vous voyez ces monuments, je vous garantis que voir ça sur Internet, sur Instagram, ce n'est pas la même chose que de le voir en vrai. Ça, je peux vous le garantir. Quand vous le voyez en vrai, vous êtes overwhelmed. Je ne sais pas comment dire en français overwhelmed. Mais vous êtes comme surmené, surchargé au niveau sensoriel par toute cette beauté, mais aussi cette grandeur. Cette grandeur qui est aussi, effectivement, qui intimide. J'imagine qu'un roi ou un seigneur local ou n'importe qui, un notable venant de n'importe où d'Europe, qui arrivait au château de Versailles, il comprenait qu'on on ne rigole pas avec le roi de France. On ne rigole pas avec le roi de France. Il devait immédiatement comprendre ça.
Voilà. Et puis il y a aussi cette alliance du beau et de l'utile. Aujourd'hui, on a sans doute du matériel militaire beaucoup plus développé que ce que pouvaient avoir ces gens. Mais le matériel militaire moderne est vraiment basé purement sur la stricte utilité. D'accord, il n'est pas beau. Il se pense. Quelquefois, un bel avion de chasse, ça peut être un peu joli à regarder, mais je veux dire, il n'y a pas d'ornement, etc. Alors qu'avant, tu vois, il y avait vraiment cette alliance du beau et de... Tu vois, tu pouvais voir une armure, par exemple, mais en même temps, elle était super belle, quoi. Et contrairement à ce que les gens croient, les nobles, bon, sans doute pas il y a 300 ans, mais à l'époque où les nobles bataillaient encore, il y avait des nobles qui allaient réellement sur le champ de bataille avec des armures qui valaient une fortune. Ne serait-ce que pour en imposer, pour motiver les troupes, pour montrer à l'adversaire sa richesse, etc. Mais bon, c'est une digression. Donc voilà, que de changements en termes de mentalité entre les Français de cette époque et les Français d'aujourd'hui. Et ça me permet de faire la transition sur cette histoire de claviculaire et aussi la climatisation. Je parlais de la climatisation. Alors, et pour moi, en fait, tout ça, il y a un dénominateur commun à tout ça. Parlons un peu de ce streamer qui est venu en France, là. Alors, il est venu en France et les gens lui ont craché dessus à l'unisson. Gens de gauche comme de droite, la France n'a jamais été aussi unie, d'ailleurs, que pour cracher sur ce jeune homme. Et j'aimerais mettre en garde les gens de droite qui lui ont craché dessus un petit peu trop facilement. Évidemment, certaines des valeurs qui sont portées par Claviculaire ne sont pas dans mon cœur. Il a notamment développé une agence OFM. Et puis évidemment, c'est le culte du superficiel. Mais derrière ce culte du superficiel, il y a aussi une critique de la société qu'il faut comprendre. D'accord ? Claviculaire, s'il fait ça, c'est aussi pour montrer en fait la superficialité des femmes dans notre société. Et les gens de droite qui le critiquent, faites attention. Regardez un petit peu les critiques qui lui sont portées par la gente de gauche. Déjà, beaucoup de gens qui l'ont craché à la gueule sont des gens qui sont issus de l'immigration. Ça devrait vous faire réfléchir. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont traité de nazi, de raciste, de misogyne, de masculiniste. Avez-vous envie d'aboyer avec des gens qui, comment dirais-je, appliquent ces qualificatifs à un individu? Si vous voyez une masse en train de pointer du doigt un homme et de dire voici un nazi, voici un raciste, voici un misogyne, voici un masculiniste, et que vous êtes de droite, avez-vous envie de rejoindre cette foule et de crier avec eux? Vous êtes en train de crier avec des féministes, avec des antifas, les amis. Faites attention. D'accord? Comme j'ai expliqué dans une vidéo, dans un reel que j'ai fait sur Instagram, mais j'ai pratiqué la drague de rue à Paris. D'accord? Donc je sais, en gros, ce dont on peut en attendre. Les médias ont expliqué que Claviculaire a été humilié. Il est rejeté par les Parisiennes. Avons-nous réellement pris le temps de regarder son stream avant de dire qu'il a été humilié, rejeté, que son truc, là, le looks maxing, ça marche pas en France? Moi, j'ai pas eu l'impression qu'il a été humilié tant que ça. J'ai l'impression que c'est un type qui est arrivé, qui a abordé des filles avec 4 gardes du corps, 2 caméras en HD et dans une langue qu'elle ne comprenait pas, et effectivement, qui a reçu de la part de ces femmes, ma foi, des sourires polis, certaines qui tentaient quand même de converser avec lui, mais très souvent, hein, si vous regardez les filles qui ont discuté avec lui, presque toujours, elles sont mal à l'aise. Et pour moi, qui suis bilingue et qui ai voyagé, etc., j'ai tout de suite compris que ce malaise venait bon, déjà de l'approche, mais surtout du fait qu'elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Il parle avec un accent américain très, très affirmé. Je ne sais pas s'il prend ses drogues, mais c'est un gamin qui prend des drogues. Hein. Donc il est en permanence un peu stone. Il ne fait pas d'efforts pour articuler, etc. Les filles ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et pour moi, c'était évident. Et ça se voyait, puisque quand il parlait, la fille, elle était en mode mais dès que c'était à elle de parler, ou dès qu'il lui posait une question, systématiquement, vous avez des filles qui lui disaient What? I don't understand. Parce qu'en fait, elles bitaient rien à ce qu'il racontait. Elles essayaient de comprendre 2-3 mots, mais elles ne comprenaient pas. Donc voilà un jeune homme qui arrive. Il y a des caméras, il y a des gardes du corps, etc. Il arrive, il aborde des filles comme ça, et il leur dit des choses qu'elles ne comprennent pas. En plus, en faisant des demandes qui sont assez, je veux dire, comment dirais-je. Voilà, quand il va demander à une fille, est-ce que vous voulez nous rejoindre? On va à une fête ce soir, vous voulez nous rejoindre? Est-ce que vous avez des plans pour ce soir? Les Françaises sont peut-être effectivement sur ce sujet-là un petit peu plus réservées. Non pas qu'elles ne voudraient pas accepter, mais elles auraient accepté s'ils savaient exactement de qui il s'agit et où elles vont aller. D'accord? C'est quand même la crainte en France de
voilà, je vais suivre un mec, je sais pas où est-ce qu'il m'emmène. Il n'y a peut-être pas cette crainte-là en Amérique. Parce qu'on me dit oui, en Amérique, il y a des crimes, etc. Oui, mais il y a peut-être des crimes, enfin, je suis désolé, mais si vous êtes dans un nightclub à Miami et qu'il y a un type dans une voiture de luxe qui vous dit, avec 4 gardes du corps, qui vous dit, ce soir, je vais faire une soirée privée, vous voulez venir, il y a très, très, très peu de chances que ce soit un guet-apens. Parce que si c'est un guet-apens, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le SWAT qui va débarquer, qui va mettre de l'ordre, et il y a 2-3 mecs qui vont prendre perpète. C'est pas le cas en France. En France, il y a un risque réel quand on vous emmène dans un endroit chelou, qu'il se passe un truc chelou. D'accord ? Donc les femmes françaises sont peut-être un petit peu plus fermées sur cette idée de là tout de suite, c'est-à-dire quoi, là tout de suite, avec ma copine, on est en train de prendre un verre et puis on doit s'arrêter et puis te suivre pour aller quelque part. Alors qu'en plus, et ça c'est là que je donne raison à Internet, il est inconnu. Donc il est évident qu'il ne pouvait pas avoir en France la même réponse qu'il a à Miami, à savoir des dizaines de filles qui se jettent sur lui, etc. Néanmoins, je trouve que les réponses qu'il a eues en France, encore une fois, pour un jeune homme qui est avec des gardes du corps, qui a des caméras, qui littéralement dit des choses qu'elle ne comprennent pas, peut-être des réponses qui étaient parfaitement acceptables. J'ai pas vu de filles se moquer de lui. J'en ai même vu d'ailleurs engager la conversation et même pendant certains segments lui tenir la main, le suivre un petit peu pendant plusieurs, je sais pas, une centaine de mètres, et puis etc. Donc c'est une réponse qui était plutôt positive. La question que je pose à tous les bouffons qui se sont moqués de lui, si vous deviez sortir, parce que les gens me disent, voilà, oui ça n'a pas marché parce qu'en France il est pas beau. Je vous dis tout de suite, c'est du coping niveau maximum, d'accord ? Oui, dire qu'il est moyen en France, etc. Donc ça, c'est typiquement remarque de rageux, de débiles, de gens qui n'ont pas les yeux en face des trous. Un mec qui a le physique de Clavicula et qui parle français, hors caméra, je peux vous garantir qu'il fait une dinguerie, il fait une tuerie à Paris. Okay, il fait une tuerie. Juste, voilà, si c'est un mec inséré dans le tissu social, voilà, il a une soirée, en mettant un mec comme ça, inséré à une soirée, avec ce physique-là, qui parle français, mais il fait une tuerie. D'accord ? Il fait un carton, il fait un carnage. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc on me dise qu'il est pas beau, qu'il est moyen, etc. C'est du gros coping. Mais les gens me disent aussi parce qu'il n'avait pas de personnalité. C'est pas qu'il n'avait pas de personnalité, c'est que les gens ne comprenaient pas ce qu'il racontait. Moi j'ai une question à poser à ces gens-là. Vous prenez une caméra, sortez, allez aborder des groupes, et puis montrez-nous les résultats. Montrez-nous les résultats. Vous avez sans doute plus de personnalité, parce que lui, on nous dit que il est vide. En gros, c'est juste une belle gueule, et encore, c'est une gueule refaite à la chirurgie, il est vide, etc. Non, les filles n'aiment pas ça. Bah, montrez-nous ce que les filles aiment. Et tout à l'heure, je vous parlais du dernier de la classe. Ça. En fait, ce que je supporte pas dans cette opération, c'est l'hypocrisie. Vous avez des hommes français, hein, qui à longueur d'année critiquent les Françaises, et notamment les Parisiennes, qui ont cette réputation d'être soi-disant très difficiles, etc. À longueur d'année, les Parisiennes sont critiquées, elles sont ceci, elles sont cela, elles sont bitchy, elles sont moches, elles sont trop difficiles, elles se prennent pour des princesses, elles préfèrent les immigrés, ceci, ça. À longueur d'année, on n'entend que ça. Sur Twitter, sur jeuxvideo.com, on n'entend que ça. Et voici qu'un Américain débarque, se fait, j'ai pas envie de dire rejeter, mais oui, disons, une réponse un peu mitigée de la part des Parisiennes. Disons qu'aucune n'a voulu lui sauter dessus face caméra comme ça de la première minute, ce qui est assez normal. Et là, il y a tout le monde qui se range derrière les Parisiennes. Merci les Parisiennes, merci nos Françaises, merci. Mes camarades, tu te fais cracher à la gueule à l'année par ces filles-là. À l'année, ne te donne pas l'heure. Hier encore, tu étais sur une application de rencontre en train de swiper comme un débile mental, à te prendre recal sur recal. T'as swipé 200 fois avant d'avoir un match avec une single molle de 190 kg. Mais là, l'espace d'un jour ou deux, tu vas te joindre à la meute pour aller critiquer cet influenceur qui s'est soi-disant fait humilier. Enfin bref, cette hypocrisie me dépasse. Pour moi, c'est plus cette façon de le critiquer, c'est plus en fait c'est cathartique. Je pense que c'est quelque chose de très cathartique. Tous les mecs qui sont frustrés, en fait, ça leur permet à l'espace d'un instant de déverser leur frustration. Tu vois, c'est typiquement ça. Tous les mecs qui ont des têtes de rats, j'en ai vu, alors j'en parle pas, mais j'en ai vu sur YouTube faire des vidéos pour se moquer de lui, pour lui cracher à la gueule. Il faut voir la gueule des mecs, quoi. Il faut voir la gueule des mecs. Moi, je suis pas particulièrement musclé, mais alors il y a des mecs sur YouTube qui le clashent, qui ont des bras, putain, ils font la taille de mon cigare. C'est quelque chose quand même. Ou alors des mecs qui sont énormes, qui sont grassouillets. Ou des mecs où tu vois, tu sais, généralement quand tu tombes sur une chaîne, tu sais tout de suite. Hein. Tu sais si. Attends, je remonte un peu ça. Tu sais, en grosso modo, si c'est une chaîne de droite, de gauche, ou. Enfin, tu sais à peu près à quoi tu as affaire.
Tu vois, si tu vois que le mec a 1 million de trucs multicolores derrière lui, il y a des Pokémon, il y a des Pikachu, il y a des figurines Dragon Ball Z, il y a des mangas, voilà, il est un peu en surpoids, etc. Tu sais que généralement c'est plutôt à gauche. Hein. Bon, en tout cas, les mecs qui l'ont critiqué, tu sais, enfin c'est évident que c'est le mec qui galère avec les meufs. Mais c'est cathartique en fait. C'est le côté, on se fait souiller à l'année par les Françaises, on se fait cracher à la gueule à l'année par les Françaises. Putain, mais là, il y a un mec qui a pris cher, bien, on va lui cracher dessus, ça nous permet de nous rassurer nous-mêmes par rapport à notre virilité. Tout ça est tellement petit. Et aussi, encore une fois, tu vois, je ne rejoins pas les valeurs de ce mec-là. Et je comprends pourquoi il dérange, en fait. Et je pense que cracher sur le claviculaire, c'est cracher sur le médium au lieu de comprendre le message, en fait. Claviculaire ne fait rien d'autre que révéler quelque chose. Mais quelque chose qui est tellement tabou, quelque chose qui met les gens dans un tel inconfort, qu'ils préfèrent, comme on dit en anglais, shoot the messenger. Ça veut dire que le messager vient apporter un message qui nous met dans un inconfort terrible, eh bien on préfère en fait descendre le messager, comme ça le message n'existe plus. Blablabla, j'ai rien entendu, ça n'existe pas. Parce qu'effectivement, le message qu'il est en train d'apporter, le message qu'il véhicule, c'est quelque chose qui met beaucoup d'hommes dans l'inconfort. Et beaucoup de femmes aussi. Et qui met peut-être quelque part même toute la doxa féministe un petit peu en difficulté. Et puis si ça marche son truc, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous les hommes, si ça marche vraiment son truc? Ça veut dire qu'on va tous devoir faire de la chirurgie pour être compétitifs sur le marché sexuel. Vous voyez, en fait, sa démarche pose toutes ces questions qui sont extrêmement malaisantes et qui mettent les gens, quelque part, qui donnent de l'anxiété aux gens. Et je pense que pour calmer cette anxiété qui est déclenchée par les problèmes qu'il soulève, eh ben, on préfère lui cracher à la gueule. En plus de pouvoir effectivement se défouler pour... Voilà, ça c'est un truc qui est inscrit dans tous les hommes. Quand un homme voit un autre homme essayer avec une femme et échouer ou pas avoir le résultat qu'il veut, automatiquement on va essayer de l'humilier parce que c'est instinctif, c'est primaire, on va l'humilier pour qu'il descende sur la hiérarchie sociale, ce qui nous donne à nous plus de chances d'avoir accès à la femelle. Tout ça, là c'est le niveau primitif, c'est le niveau reptilien, hein. Là c'est le niveau primate. Hein. C'est ouga bouga, il est allé voir une fille, je vais essayer de me moquer de lui pour diminuer sa valeur, comme ça c'est pas lui qui a accès à la fille, comme ça potentiellement c'est moi qui ai accès. D'accord, voilà, tout ça est très primitif dans le cerveau. Les gens ont dit aussi sur Internet que les Français n'aiment pas les Américains. C'est vrai. Les Français et les Européens de manière générale, il y a une guéguerre un peu sur Internet entre les Français, les Européens et les Américains. Et je pense que cette guéguerre, en fait, elle oppose deux visions du monde. Je pense d'ailleurs qu'à la vision des Américains aujourd'hui, dans leur recherche de conquête, de grandeur, d'innovation, est beaucoup plus proche de ce que pouvait être la vision des Européens de l'époque, et notamment des Européens qui ont construit les monuments dont je parlais au début de la vidéo. Vous voyez comme tout se recoupe. C'est une vision, c'est l'idée d'aller dominer la nature. D'accord? Vous savez aussi que maintenant sur Internet, il y a aussi un débat sur le gazon. Ah ouais, ça va très loin. Les gauchistes ne veulent plus qu'on tonde le gazon. Ils veulent un jardin un peu en broussailles. Parce qu'il y a l'idée qu'un jardin en broussailles, c'est un jardin en fait qui est laissé à l'état naturel et que ce faisant, tu vois, voilà, il y a l'écosystème, il y a la nature, tout ça. Mais je pense que la nature est une excuse. En fait, le gauchiste cherche dans sa tête le désordre. Il aime le désordre. Là où un gazon bien tendu est nickel, déjà, esthétiquement, il y a un peu un côté, presque un côté fasciste. Pourquoi il a besoin d'être nickel comme ça, le gazon? C'est comme un peu des cheveux coupés à ras, tu vois, il y a un côté militaire. Il y a quand même un parallèle à faire entre un gazon coupé à ras et un militaire avec des cheveux coupés à ras, une barbe bien rasée. Tu vois, il y a un parallèle quand même. Il y a le côté nickel, ordonné, lisse, tu vois. Et ça, les gauchistes n'aiment pas. Et puis, il y a le côté aussi domination de l'homme sur la nature. Et je trouve que il y a encore chez les Américains, voilà, cette façon de vouloir aller chercher la calorie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Chez les Américains de droite, pas de gauche. Hein. Tu vois, c'est plus vite, plus fort, plus grand, plus d'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, c'est la croissance. On veut aller chercher de la croissance. D'accord? Donc, on exploite la terre, on en sort les ressources, ce qui est d'ailleurs une vision assez biblique du monde. Si vous lisez, je ne sais plus où c'est, dans l'Ancien Testament, il y a cette idée qu'à un moment donné, je crois que Dieu dit à Adam et Ève, vous allez dominer la terre, etc. Et puis, la vision chrétienne est clairement une vision où l'homme va dominer la terre et alors en extraire les ressources. D'accord? Et il y a aussi, dans le
l'histoire du péché originel, il y a l'idée que la terre va être un peu rebelle. Donc si elle est rebelle, il faut extraire les ressources de force. Vous voyez, il y a presque, dans la vision chrétienne, il y a presque un rapport de force entre l'homme et la nature. Il doit aller dehors. Il y a cette nature qui est sympathique, mais aussi un peu hostile. Et puis, il doit aller, par sa force de travail, par son intelligence, aller en fait dominer cette nature. Et aller lui extraire ses ressources pour les exploiter. Cette vision est honnie par la gauche aujourd'hui. Alors, évidemment, je suis d'accord, il ne faut pas aller trop loin. Aujourd'hui, avec l'industrie, on peut aller très très loin. Et puis, voilà, il y a quand même un certain respect à avoir, mais il y a une limite floue entre le respect et le management. Tu vois, il y a le côté, on respecte la nature, mais en gros, ce qu'on veut, c'est continuer le plus possible à pouvoir lui extraire ses ressources sans aller trop loin, parce que si on va trop loin, on pourra plus le faire plus tard, en gros. Et quelque part, on cherche à un peu notre gueule, quoi. Et tu vois, la vision américaine, aujourd'hui, c'est encore ça, finalement. C'est on va aller dominer la nature. C'est pourquoi les Américains sont obsédés par le fait d'avoir un gazon nickel, bien entendu. C'est pourquoi les Américains n'ont pas de problème avec le fait d'avoir des grosses routes, des grosses voitures. C'est pourquoi les Américains ont la climatisation dans quasiment tous leurs logements. Parce que l'idée qu'on va aller dominer cette nature. Tu vois ce que je veux dire? On vit en harmonie avec elle, mais on la domine quand même, on la cadre en fait, on l'améliore. Et pour moi, ça colle parfaitement avec la vision qu'on pouvait avoir quand on avait ce qu'on appelle les jardins à la française, les jardins de Versailles. Et vous savez que maintenant, si vous tombez sur n'importe quel Reels, où on voit justement ce qu'on appelle les jardins à la française, ou je sais pas, les jardins à l'anglaise, enfin, c'est cette nature qui est hautement domestiquée, où ils vont aller limite, typiquement, ils vont prendre des arbres, ils vont faire des cubes avec les arbres, ils vont faire des arbres cubiques. Vous regardez dans les commentaires, je vous garantis que vous tomberez sur des gauchistes pour rager et pour vous expliquer pourquoi, comment en fait, ces histoires de jardin à la française, c'est très mauvais parce que c'est pas bon pour l'écologie et c'est pas bon pour la nature. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je suis intimement persuadé que cette histoire d'écologie est une excuse. Ce qui dérange fondamentalement le gauchiste dans le jardin à la française et dans les pelouses bien taillées, etc., c'est pas l'écologie. C'est l'ordre, l'esthétique, le côté net, cette domination extrême de l'homme sur la nature. Tu vois? Mais domination aussi pour lui donner, pour l'embellir. Tu vois, c'est pas une domination genre comme, tu vois, il y a domination et domination, il y a domination comme Warhammer. Je sais pas si vous connaissez Warhammer 40 000, où là c'est une société ultra industrielle, mais où du coup il n'y a plus aucune once de beauté, c'est que de la violence, c'est que de la laideur, c'est de la puissance pour la puissance pour la puissance. Non, moi je pense qu'il y a un juste milieu à avoir où on domine la nature, mais aussi pour l'embellir et pour donner à l'homme aussi des conditions de vie plus agréables. D'accord? Et qui dit agréable dit aussi plus belle. Une recherche esthétique vraiment, je pense, qui dérange le gauchiste. Le gauchiste a horreur de ce qui est trop esthétique. Tu vois, que ce soit l'esthétique physique, d'où toutes les histoires de fat shaming, de body shaming, etc. D'où leur dégaine aussi. Pourquoi vous croyez qu'ils sont aussi affreux, les gauchos? Pourquoi ils ont un million de piercings, ils sont gras, ils ont des tatouages de partout, ils ont les cheveux qui partent en vrille, etc. Parce qu'il y a ce rejet en fait de l'esthétique. Il y a l'idée de dire je ne me soumettrai pas à cette hiérarchie en fait. Il y a ce rejet de la hiérarchie qui s'appelle le standard, les standards imposés par le patriarcat. En fait, les standards imposés par le patriarcat, est-ce que finalement c'est pas juste une hiérarchie naturelle que eux rejettent? Tu vois, ça va très loin en fait. Pour moi, il y a clairement un lien entre l'inclusivité, le body shaming, le fat shaming, le rejet des pelouses bien taillées, le rejet des jardins à la française et le rejet de la climatisation. C'est un rejet de l'effort humain, c'est un rejet de l'esthétique, c'est un rejet de l'ordre, et c'est un rejet de la domination de l'homme sur la nature, ou en tout cas de l'homme qui va aller donner une discipline à la nature. Ce jardin, je veux qu'il soit comme ça, cette maison, je veux qu'elle soit à cette température, ce corps humain, je veux qu'il soit comme ça, tu vois. Une question de discipline qui va aller déranger le gauchiste. Et qui dérange de manière... c'est un peu dans le zeitgeist, en fait. Ça dérange, en fait, les Français en tant que tels, dans leur globalité. Évidemment, il y a des exceptions. Mais ça va moins déranger les Américains. Même si, il y a toujours des paradoxes, il y a toujours des nuances, il y a plus d'obésité en Amérique. Il y a plus d'obésité en Amérique, mais c'est aussi en Amérique que vous avez les coachs sportifs vous avez les coachs sportifs les mieux payés. C'est aussi en Amérique que toutes les tendances keto, machin, carnivore, tout vient d'Amérique. Tous les régimes sont propulsés par des marketeurs américains. Et puis, il faut aussi dire que si vous allez dans certains coins en Amérique, notamment à Miami, etc., en Floride, vous allez avoir des gens aussi qui sont obsédés par la salle de sport. Qui sont obsédés par la santé et par la salle de sport. Donc, il y a des nuances, mais il y a quand même chez le ricain cette envie d'aller domestiquer la nature. Putain, là, il y a un truc, viens, je rase tout,
Et encore, je dis je rase tout, mais si vous regardez les suburbs américains, il y a énormément d'arbres. C'est très boisé. Les suburbs américains sont très, très, très boisés. Donc, ils rasent même pas tout, en fait. Mais il y a quelle idée de te dire, putain, là, il y a un endroit. Putain, viens, on fait une maison qui va faire 500 mètres carrés, avec une piscine, des arbres qui font 20 mètres de haut, climatisation dans toutes les pièces, jacuzzi, des spots. Ah oui, alors un autre truc que les Français avaient découvert chez les Américains qui leur avait foutu la haine. Vous allez voir, ça rejoint tout ce que j'ai dit avant. Ce sont les allées chauffantes. C'est-à-dire que dans les coins d'Amérique où il neige, ils ont l'allée, en fait, ce qu'on appelle le driveway. L'allée où la voiture, elle va rentrer pour aller se garer. En fait, sous le carrelage, c'est chauffé. Comme ça, pendant l'hiver, ça fait fondre la neige. Et donc, vous n'avez pas besoin de déneiger, vous pouvez directement vous garer. Vous voyez, le mindset, c'est, ok, il y a un problème. Putain, là, il fait trop froid. Viens, je vais foutre un chauffage sous les dalles de mon driveway, en extérieur. Putain, pour que ma bagnole, elle puisse rentrer plus facilement. Tu vois, la soif de dominer la nature, quoi. Le Français, il voit ça, il pète un câble. Son premier réflexe, ça va déjà dire, mais c'est inutile, mais c'est du gaspillage, mais ceci, mais cela, mais le climat. Mais je vous garantis que même s'il n'y avait pas le problème du climat, je vous garantis que les Français ils seraient enragés de voir ça. Là, le climat, pour moi, c'est une excuse. Ce qui le dérange, le mec, c'est que le ricain, il est dans une société qui est ce qu'on appelle convenience-based. La convenience, ça veut dire le confort. On va aller chercher un maximum de confort. Il fait chaud, on fout la clim. Il fait froid, on met des dalles chauffantes pour qu'il n'y ait pas de neige sur le driveway. Là où le français est plus dans le laisser aller. Il voit les choses en petit. Le français, c'est plus comme un peu, c'est un peu un vieux qui est fatigué, tu vois, c'est fou. Pourquoi tu veux te prendre la tête avec ça? On a qu'à faire comme on a toujours fait. Il y a aussi ce biais chez le français. On n'a qu'à faire comme on l'a toujours fait. Tu vois? On pourrait parler de l'IA. Les Français qui sont extrêmement critiques de l'IA. Alors, je suis tombé la dernière fois sur une publicité. Enfin, non, c'était un post où il montrait en fait dans les métros de Paris une publicité pour, je sais plus, un téléphone ou enfin un truc avec de l'IA. Et les Français avaient arraché en fait les pubs. Et alors là, c'était en mode, oui, regardez, les Français se rebellent contre l'IA, bravo, super génial. Les amis, réfléchissez 2 petites minutes. Croyez-vous réellement qu'il soit intelligent en 2026 de combattre l'IA? Parce que vous allez me dire, bah, c'est bon, ils ont juste arraché les pubs, ça change rien. Mais c'est la disposition d'esprit qui est importante. Vous allez en 2026, votre réflexe, ça va être de rejeter l'IA. Quand vous avez aux États-Unis des sociétés qui cherchent à devenir AI first, vous avez aujourd'hui des sociétés aux États-Unis, d'accord, qui vont faire des conférences où ils apprennent à leurs employés à utiliser Claude Code. D'accord. Vous avez des sociétés, j'ai vu ça également sur Internet, où on va demander aux ingénieurs à quelle fréquence ils utilisent l'IA, et en gros, la rapidité avec laquelle... En gros, c'est... Est-ce que tu as utilisé l'IA, et si oui, combien de temps ça t'a fait gagner? En France, ils auraient peur, les gens devraient se cacher. Il ne faut surtout pas que mon boss sache que j'utilise l'IA et que j'en prends rien. Mais aux États-Unis, c'est l'inverse. Si l'ingénieur dit j'utilise pas l'IA, on va le convoquer, on va lui dire pourquoi tu n'utilises pas l'IA? Il y a un souci, tu comprends pas, tu as du mal, est-ce que tu veux qu'on t'aide à améliorer ton workflow? Comment est-ce que tu veux qu'on t'aide à implémenter un peu l'IA dans ton workflow pour voir si ça peut t'aider à aller plus vite? Il y a l'idée de vouloir faire aller l'ingénieur plus vite. Je vois direct la réponse cynique des Français. Ah mais oui, mais ils font ça, mais c'est pour... Après, ils vont virer les ingénieurs, ils vont les virer, c'est pour les virer. Tu as toujours à chercher le négatif. Et s'ils n'allaient pas les virer? Et si c'était littéralement juste pour que l'ingénieur puisse, juste littéralement, on va pas le virer, c'est juste pour qu'il puisse travailler 5 fois plus vite. Au lieu d'essayer d'aller savoir qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce que c'est pour piéger les gens, on va les virer? Moi, je vous pose une question très simple. Vous avez un pays aujourd'hui avec des ingénieurs où littéralement leurs boîtes vont leur payer, vont leur dire aujourd'hui, on va vous mettre un meeting d'1 heure, on va vous expliquer précisément comment implémenter Claude Code dans votre workflow. Faire des agents, comment utiliser des agents pour faire vos, bon là je vais parler un peu technique, mais pour faire vos pull requests, pour faire vos code review, pour faire vos recherches de bugs, pour faire votre documentation, on va vous montrer comment utiliser Claude pour faire ça. Littéralement, on veut que vous utilisez ça le plus possible. De l'autre côté, vous avez un pays où on arrache des affiches dans le métro parce qu'on va être anti-IA. Croyez-vous réellement que ce pays va pouvoir continuer à être compétitif dans 5 ou 10 ans? Il faudrait que je fasse une vidéo uniquement là-dessus. Mais là, je continue sur mon lancée. Croyez-vous que ce pays pourrait être encore compétitif dans 5 ou 10 ans? Ne serait-ce que dans 1 an? Je vous rassure tout de suite, bien sûr que les ingénieurs français utilisent l'IA à fond, à balle, comme tous les ingénieurs d'ailleurs, comme tous les médecins, comme tout le monde d'ailleurs. Mais toi, c'est quand même la disposition d'esprit.
Parce que l'IA, c'est pas non plus que pour les ingénieurs. Ça peut aider à faire des emails, ça peut aider à automatiser des tâches, ça peut aider à... moi maintenant, je vous drop un petit golden nugget. J'ai installé un truc qui s'appelle Shortwave de ma boîte mail. Et Shortwave, en fait, relie ChatGPT à votre Gmail. D'accord. Il est beaucoup plus performant que Gemini d'ailleurs, qui est censé être intégré, mais pour moi, qui est nul à chier. Et avec ça, toi, moi j'ai des emails, j'en ai une tonne tous les jours. Ça me permet de retrouver des emails. Il trouve les emails, il me link l'email, il me dit ce qu'il y a dans l'email. Ça me débloque une charge mentale colossale entre passer 1 heure à chercher un email, regarder les conversations et taper un prompt sur ce logiciel. Mais ça débloque tellement de charge mentale. Imaginez l'entrepreneur qui cherche à utiliser ces outils comparé à l'entrepreneur qui dit non, mais je n'utilise pas l'IA, je ne suis pas bien l'IA. Et pourquoi les Français sont-ils contre l'IA? Les Français sont contre l'IA pour la même raison qu'ils sont contre la clim, pour la même raison qu'ils sont contre les jardins à la française, pour la même raison qu'ils sont contre les pelouses bien taillées, pour la même raison qu'ils détestent les Américains, pour la même raison qu'ils n'aiment pas les gens qui ont du succès. Tout ce qui consiste à faire mieux ou à s'élever ou à gagner plus ou à améliorer, ils sont contre. Le Français, ce qu'il aime, c'est poser son cul dans une chaise en sarouel, manifester, faire les choses comme on les a toujours faites, simplement pour... Le Français, il a une obsession, lui. Il y a des patrons qui ont de l'argent, là, ben, il faut qu'ils nous en donnent. C'est tout. Le reste, ça compte pas. Le reste, c'est pas intéressant, c'est dangereux. Ils ont peur, ils sont tout le temps dans la peur aussi, les Français. C'est dangereux. Voilà, il y a le rejet du... J'allais dire du progrès, mais j'aime pas ce mot-là, parce que le mot progrès, aujourd'hui, est extrêmement galvaudé. Mais du vrai progrès. Quand il y a un truc qui améliore vraiment le public, quand il y a un truc qui permet vraiment d'aller plus vite, là, le Français, il a peur. Allez expliquer à un Français qu'on peut aujourd'hui piloter des tracteurs entièrement par intelligence artificielle, avec des images satellites, des drones, etc., qui peuvent faire le travail, au lieu qu'un agriculteur soit dedans, en gros, le tracteur, il peut le faire tout seul. Putain, mais les Français, il va aller saboter ça, quoi. Il va aller saboter ça, quoi. Ne comprenez-vous pas que, déjà, les agriculteurs, aujourd'hui, ils sont sous-payés, ils sont en galère totale. Donc, quelque part, presque, c'est leur rendre service d'automatiser cette tâche-là. Mais c'est pas un métier. En gros, le gars, il va pas perdre grand-chose. Est-ce que c'est pas un service qu'on rend à ces agriculteurs que de leur dire, écoute, arrête avec tes tracteurs maintenant. Ça peut se faire automatiquement. Et si tu allais réfléchir à aller trouver des compétences où tu vas réellement pouvoir exprimer ton potentiel. Et si maintenant, avec ce temps qui t'a été libéré, tu es en capacité d'aller appliquer ton temps, ta créativité, ton énergie, ton intelligence à quelque chose qui va avoir plus de valeur. Les Français n'ont pas l'habitude de penser comme ça. Mais une société qui pense comme ça va aller beaucoup plus loin qu'une société qui ne pense pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je vais vous pitcher un peu après mon ça, c'est-à-dire en parlant de IA. On passe d'un sujet à l'autre, mais tous les sujets sont liés. Mais je vous garantis, hein, c'est la même mentalité qui est la décroissance, la déconstruction. D'accord? La déconstruction, la décroissance, l'envie toujours d'aller toujours plus bas, de rejeter tout ce qui élève, toute forme de hiérarchie, tout ce qui pourrait faire qu'à un moment donné, il y aurait quelqu'un qui pourrait être au-dessus d'un autre. Toi, le français, tout à l'heure, j'ai pris la métaphore d'un vieil homme fatigué, je pourrais aussi prendre la métaphore d'une maîtresse de maternelle. Les enfants, c'est chacun votre tour. Tout le monde doit avoir le droit de jouer avec le ballon. L'américain, c'est les gars. Il y a un ballon là. Il y a un filet là-bas. Si vous réussissez à foutre le ballon dans le filet, vous gagnez tous 100 millions d'euros. Organisez-vous comme vous voulez. Ils vont s'organiser. Peut-être qu'il y a des mecs qui toucheront jamais le ballon. On s'en bat les couilles. Parce qu'ils vont s'organiser. Évidemment, la métaphore, l'équipe, là, c'est toute la société. Ils vont s'organiser, ils vont être goal-oriented. Le but, c'est de foutre le ballon dans le filet. Comment on fait? Peut-être que c'est plus intéressant de donner la balle à Mbappé. Pardon, à Mbappé, il ne faut pas dire Mbappé. Peut-être que s'il y a Mbappé dans le groupe, c'est peut-être intéressant de... Peut-être le filet, je sais pas, il a 300 mètres, il a 1 km. J'ai une bonne métaphore. Il y a une équipe de 10 personnes, il faut foutre le ballon dans le filet, mais le filet, il est loin à sa mère. Si on réussit, on gagne tous 1 million d'euros. Est-ce que vous préférez donner le ballon à Mbappé et lui dire de tirer 10 fois? Ou est-ce que vous préférez dire, ça c'est la mentalité américaine, et les autres ils touchent pas au ballon, ils regardent. Ou la mentalité française, mentalité maîtresse d'école, non, chacun doit avoir le droit. Donc chacun il va tirer une fois avec le ballon. Et comme ça vous êtes sûr que vous ne foutrez jamais le ballon dans le filet. Vous avez capté la métaphore? Cette façon de vouloir toujours chercher à égaliser tout le monde,
Mais il ne faut pas égaliser tout le monde. Il faut trouver le mec dans l'équipe là qui est le meilleur et dire toi, tu es bon là-dedans, focus uniquement là-dessus. Fonce, 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 c'est toi. Toi, ça, tu fais ça. Toi, tu es bon ailleurs, tu vas faire l'autre, ailleurs. Et récompense ces gens-là. Parce que c'est ces gens-là qui vont driver la société vers le haut. Les gens, ils disent, voilà, il y a encore un autre truc que les Français ne comprennent pas. Comment expliquer ça, simplement? Mettons, les gens se disent, ouais, mais il y a un ingénieur, il fait un logiciel. Mais si l'IA peut faire le logiciel à sa place, bah, on va le virer. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce qui risque réellement d'arriver, c'est qu'on ne va pas le virer. Mais au lieu de lui dire, tu fais un logiciel, on va lui dire, maintenant, tu en fais 10. Au lieu de lui dire, tu fais un logiciel avec une ou deux features, on va lui dire, maintenant, tu fais un logiciel avec 20 features. Le gars, il aura toujours son job, simplement. Il va pouvoir aller beaucoup plus vite. Beaucoup de débiles regardent généralement vont me dire, oui, mais non, regarde, aux États-Unis, ils virent des gens. Mais vous ne comprenez pas qu'aux États-Unis, il y a en permanence le marché, il est ultra flexible. On vire des gens au début de l'année, mais ils sont tous réengagés 4 ou 5 mois plus tard. Je sais que vous êtes tous sur YouTube en train de doomer comme des débiles mentaux. Vous regardez tous les mecs là, qui font des vidéos. J'ai été viré, ça fait 2 ans que je trouve plus de boulot. Vous regardez ça, vous croyez que c'est valable pour tout le monde. Mais vous savez qu'il y a des ingénieurs aux États-Unis qui sont payés 500 000 $ à l'année. Vous savez qu'au moment où je vous parle là, il y a aux États-Unis ou même à Londres d'ailleurs, il y a des gens qui recrutent des ingénieurs pour faire des robots de trading et qui vont chercher des bonus à plusieurs millions au moment où je vous parle. Tu vois ce que je veux dire? Quand le prix d'une ressource diminue, ce qui se passe, comment expliquer ça? Il y a des termes économiques que je ne connais pas, mais tu vois, quand le prix d'une ressource diminue, quand le prix d'une machine diminue, bah, putain, non, j'ai pas la bonne métaphore. Mais disons d'un employé. Quand le prix d'un employé diminue, on va peut-être l'utiliser plus souvent cet employé, tu vois. En gros, si aujourd'hui on a peut-être plus besoin de cet ingénieur pour faire ça, mais ou bien tu te dis, on veut faire ça, notre ingénieur il fait ça, maintenant l'IA elle peut faire ça, ben on vire l'ingénieur. Mindset français. Ou bien tu te dis, on peut faire ça avec de l'IA maintenant, ou bien avec de l'IA et un ingénieur, on peut faire ça, et être ultra compétitif et écraser la concurrence. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, les entreprises qui veulent écraser la concurrence et qui sont ultra déterminées, elles vont faire ça. Soit dit en passant, j'ai demandé à ChatGPT tout à l'heure. ChatGPT, est-ce que tu peux me dire les premiers quarters de 2026, le Q1 et le Q2, les premiers, comment dire en français quarters, les trimestres. Les 2 premiers trimestres de l'année, est-ce que les jobs dans le software engineering, est-ce que ça a stagné, ou est-ce que ça a un peu augmenté, ou est-ce que ça s'est effondré, quoi? Parce que maintenant, avec Claude Code, avec Fable, etc., on nous dit que ça va s'effondrer. Il m'a dit non, c'est en légère augmentation. Comment expliquez-vous que depuis au moins 3 ans maintenant, que l'IA existe, et où on nous dit tous les 3 mois que le code, ce sera mort dans 3 mois, dans 2 mois, il n'y aura plus de job, etc. Tous les 3 mois, on nous dit ça. Comment expliquez-vous que le nombre de jobs pour ingénieur logiciel soit toujours en croissance? C'est parce qu'ils ne savent pas encore, que les ingénieurs en informatique, ils ne savent pas, savent pas encore que l'IA existe. Il n'y a pas un ingénieur sur Terre aujourd'hui qui n'est pas en train d'utiliser l'IA. Il est ou bien sur Claude Code, il est ou bien sur Cursor, il est ou bien ce que vous voulez. Pas un seul. Les entreprises le savent très bien. Toutes leurs équipes utilisent l'IA. Toutes. La seule question qui se pose, c'est putain, comment on peut utiliser encore plus d'IA? Personne ne se fait virer, les gars. Ok? Mais, comme j'ai dit, le rejet naturel que les Français ont pour... D'ailleurs, regardez. J'ai parlé des jardins à la française, j'ai parlé de claviculaire. Vous allez me dire quel rapport? L'esthétique. Le Français a un problème avec l'esthétique, avec la beauté. Pour le Français, pour les gens de gauche en général, la beauté est quelque chose de superficiel et d'inutile. D'où leur rejet, en même temps de claviculaire, en même temps des jardins à la française, en même temps, par exemple, des costumes. Pourquoi les gauchistes détestent le costume? Parce qu'il y a une esthétique. Tu vois, comme tout est lié, en fait, à ta vision du monde. Tu peux faire des parallèles entre tout, en fait, parce que tout est vraiment lié. Tu vois, le rejet aussi que beaucoup de Français ont, notamment les gauchistes, mais la France est un pays de gauche quand même, pour les belles voitures. Parce que les belles voitures, il y a un côté esthétique, mais il y a aussi un côté j'impose ma puissance, je montre
mon statut social, je suis plus puissant que toi parce que j'ai une bagnole qui coûte 500 000 balles alors que tu roules en trottinette électrique. Tu vois, ça choque le Français. Non, tu n'es pas plus puissant que moi. On est égaux. Et si tu as plus d'argent que moi, c'est une injustice. Voilà la vision du Français. Alors, notamment grâce à l'IA, j'ai pu, moi, quant à moi, développer un logiciel pour aider mes clients. Comme vous le savez, on va parler, d'ailleurs, en parlant d'IA, sur Airbnb, vous croyez que les gens vous ont entendu pour utiliser de l'IA en long, en large et en travers? Alors évidemment, il y a des opérateurs Airbnb, c'est des boomers, ça leur fait un argent de poche, j'en ai rien à foutre. Mais je parle des businessmen, des gens qui font du business sur Airbnb. Où le truc est industrialisé, standardisé, processisé, ce que tu veux. Aujourd'hui, sur Airbnb, je te dis une chose très simple. L'étude de marché est faite avec de l'IA. Les tableaux Excel sont faits avec de l'IA. L'analyse de mes relevés bancaires se fait avec de l'IA. Les réponses aux clients sont faites avec de l'IA. Les photos sont faites avec de l'IA, ou sont un minimum retouchées avec de l'IA. C'est clair ou pas? Est-ce que c'est clair ou pas? Et Airbnb maintenant a lui-même une fonction intégrée avec des suggestions IA. Mais ça apparaît pas tout le temps. Il y a des logiciels pour ça. On utilise un logiciel qui s'appelle Hospitable. Et dans Hospitable, dès qu'un client vous envoie un message, vous avez réponse suggérée. Vous suggérez une réponse. Vous cliquez dessus, il donne la réponse au client à votre place. Ok? Et je peux vous garantir que pour certains de mes appartements, le fait d'avoir fait des petites retouches avec notre ami Gemini, et quand je dis petites, ça veut dire des retouches massives, j'ai des appartements dont le prix à la nuit a pu être augmenté, et taux d'occupation aussi. Et je vais continuer de faire des photos IA, jusqu'à qu'un client me dise « Non monsieur, ça ne ressemble pas à la vraie photo ». Là, auquel cas, effectivement, en fait j'attends qu'un client me le dise pour me dire « Non là je suis allé trop loin, il faut que je recule ». Jusqu'à maintenant, ce que les gens me disent, c'est à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent, ils rentrent dans les apparts, ils me disent « Dans l'appartement, il est encore plus beau que sur les photos ». Quand ils me disent ça, j'ai la haine, parce que je me dis, ça veut dire que j'ai pas réussi à montrer la vraie valeur de mon appartement sur l'annonce Airbnb. Le gars, il rentre dans l'appart, il dit « Putain, c'est encore plus beau que sur les photos, quoi. C'est encore 1000 fois plus beau que sur les photos ». Ça veut dire que, potentiellement, si j'avais réellement su à prendre cette valeur qui est dans mon appartement et à vraiment la délivrer sur la plateforme, peut-être qu'il aurait payé encore plus cher le client. Mais j'ai pas encore été capable de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On passe les photos sur Gemini, on va encore les améliorer un petit peu. Tant que les gens me diront c'est encore plus beau que sur les photos, je foutrai les photos sur Gemini, je continuerai d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer. Ok? Voilà. Et oui, donc je parlais du logiciel. Donc pour ceux d'entre vous qui avaient assisté à mon dernier challenge, vous avez vu mon logiciel Airbnb Deal Doctor, que j'ai fait effectivement full IA. Et là, je suis en train de l'améliorer. On va ajouter une feature, je ferai une vidéo pour ça. Législation. Vous allez être capable dans ce logiciel de mettre une ville et Airbnb Deal Doctor va vous donner la législation sur cette ville pour faire du Airbnb et les communes alentours, si la législation est trop dure, les communes alentours qu'il vous recommande pour avoir une législation plus souple. C'est un truc que j'ai fait en 2 heures. Bon, certes, il y a encore le truc à améliorer, il y a, comme ça utilise de l'intelligence artificielle, des fois les réponses sont, vous mettez la ville deux fois la même ville de suite, et la réponse n'est pas exactement la même. Bon, ça c'est une question qu'il faut travailler, hein, toujours comme ça. Mais imaginez qu'en quelques heures, même pas j'ai dit 2 heures, mais en 1 heure, j'ai ajouté cette feature sur mon logiciel, qui permet maintenant de cliquer sur une ville, et d'avoir tout savoir sur la législation de cette ville, avec source, hein. C'est pas du baratin, vous avez les sources, hein. Le site de la mairie, le site du gouvernement, etc. Et une sélection de communes autour, plus exploitables, dans le cas où vous auriez choisi une commune trop difficile. Et après, the sky is the limit. Je pourrais rajouter une feature qui va vous faire qui va directement vous donner le potentiel. Vous allez avoir la législation avec des couleurs et le potentiel de profit. Foutez une ville, tac, législation. Facile, moyen, difficile. Potentiel de profit. 500, 1000, 1500, 2000 par mois, etc. Je peux même ajouter une feature, ce qui va directement aller chercher le potentiel sur Airbnb avec le loyer moyen dans la ville et vous dire s'il y a un potentiel d'arbitrage intéressant ou pas. Je peux le faire en quelques heures avec l'IA. Les gens vont rager, parce qu'ils vont dire ah, mais les Français vont avoir la haine, parce que là il y a tous les éléments.
c'est un enculé parce qu'il fait du Airbnb. En plus, moi, je fais de la sous-location, donc je prends des appartements qui sont disponibles pour les pauvres Français qui n'arrivent pas à se loger, que même que je les mets sur Airbnb, que ça retire des appartements du marché. Donc là, ils vont criser comme pas possible. Et en plus, je fais tout ça assisté par intelligence artificielle. Alors là, c'est le pire capitaliste. Quand le mec, il arrive à créer un logiciel, putain, qui va utiliser l'IA pour aller scanner le marché et trouver des villes où il y a des pauvres propriétaires qui sont super gentils, ils mettent des... Je vois direct le gauchiste qui va s'imaginer dans sa tête. Oh là là, alors, en gros, l'idée, c'est... Il va utiliser un logiciel pour aller chercher les bons plans, quoi. Pour aller chercher le vieux pépé qui est gentil, il a mis un petit appartement pas cher que les Français auraient pu avoir. Putain, le requin capitaliste, il s'est jeté dessus avec son logiciel assisté par intelligence artificielle. Hop, merci, on met ça sur Airbnb. Voilà comment ils vont voir ça, les gauchistes. Quand vous dites à un gauchiste que vous utilisez un logiciel d'IA, enfin un logiciel d'étude de marché piloté par IA, pour aller automatiquement scanner les zones les plus rentables avec la législation la plus simple, à aucun moment ils vont se dire que ça apporte de la valeur. Ils vont pas dire que c'est un truc qui apporte de la valeur à la société. Ils vont se dire non, c'est un truc d'enculé. C'est un truc d'enfoiré. Et pourtant, je peux vous garantir que ça apporte de la valeur à la société. Ça apporte de la valeur à qui? Numéro 1, déjà aux propriétaires, qui peuvent traiter avec des professionnels sérieux, au lieu de traiter avec tous les clochards qui saccagent leur appartement, qui prennent tout pour acquis. Numéro 2, à toutes les personnes qui ont besoin d'un logement temporaire. Ça peut être des touristes, ça peut être des gens qui souhaitent emménager dans une ville, ça peut être des gens qui souhaitent tester une ville, ça peut être des gens qui viennent voir leurs enfants, ça peut être des gens qui viennent pour une mission. Toutes les personnes qui ont besoin, dans un monde où ça bouge de plus en plus vite, qui ont besoin d'un pied-à-terre à court terme dans une ville. Ça leur apporte de la valeur. Numéro 3, ça apporte de la valeur à la ville. Parce que du coup, quand on augmente quand on diminue la friction, d'accord? Plus il y a de Airbnb dans une ville, plus il y a des gens qui peuvent venir facilement, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les vacances. On va donc diminuer la friction. Donc on ramène plus de gens dans cette ville. Ça bénéficie donc à toutes les personnes qui sont en ville, tous les commerces qui sont là, etc. Et numéro 4, ça bénéficie à la ville elle-même, puisque ça génère de l'argent et donc des taxes. Voilà comment ça génère de la valeur, messieurs les gauchistes. Mais bon, allez essayer de leur faire comprendre ça, c'est peine perdue. Bon, bah voilà, je crois qu'on arrive au terme de cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est dommage, tu vois, je reviens au début de la vidéo, parce que tout est lié. Est-ce que nos ancêtres... Allez visiter n'importe quel château en France, n'importe quelle cathédrale, et posez-vous la question. Ces gens-là avaient-ils peur de voir trop grand? Ces gens-là avaient-ils peur de faire quelque chose de trop beau? Alors, devant le château de Versailles, vous avez quelques individus, entrepreneurs, d'originaire d'Afrique, qui vendent des porte-clés, des tours Eiffel Tému, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi une énorme statue de Louis XIV sur son cheval, avec... alors, il tient une espèce de parchemin, donc je sais pas la signification, ça doit vouloir dire... voilà, il faut respecter la loi ou je sais pas quoi. Mais enfin, là, il est sur son cheval et il tient le parchemin comme ça. Ben, je peux vous garantir que de loin, ce geste de la main, il a une certaine esthétique. Ça peut rappeler autre chose. Je comprends que ça va mettre mal à l'aise certaines personnes d'extrême gauche. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est du temps de Louis XIV, aurait-on toléré que des migrants viennent vendre des babioles en plastique devant le château de Versailles? Aurait-on toléré cela? C'est la question. J'ai envie de conclure là-dessus. Est-ce que nos ancêtres avaient peur de voir grand? Avaient peur de dominer la nature? Dominer la nature, d'ailleurs, moi je mets une nuance entre dominer la nature et aller et faire des choses qui sont contre nature. Je mets une nuance importante là-dessus. Mais nos ancêtres avaient-ils peur de dominer la nature? Avaient-ils peur de faire des choses grandioses? Avaient-ils peur de faire des choses belles? Avaient-ils peur de dépenser de l'énergie, de la ressource, de la main-d'œuvre pour faire des choses immenses comparé avec ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que Louis XIV se souciait de ne pas brusquer la sensibilité de migrants illégaux qui vendent des tours Eiffel en plastique? Croyez-vous quand il avait les châteaux de Versailles, les jardins de Versailles, il s'est posé une seconde la question de savoir mais comment ça va impacter la vie, la faune locale de la forêt? Aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre qui a plusieurs siècles
Et les gens du monde entier viennent le voir. Reste-t-il encore des hommes comme ça en France? Sans doute, peut-être. Mais le climat actuel ne le permet certainement pas d'exprimer leur plein potentiel, malheureusement. Une femme de ménage qui me pose une question sur les nettoyages de demain sur mes Airbnb. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vais continuer mon petit cigare. Je vous en ferai d'autres après sur... pourquoi pas sur mon logiciel, ouais. Mon logiciel qui sera à disposition de mes clients pour faciliter la recherche de deals, la recherche d'appartements, la recherche de deals rentables dans des zones qui sont faciles sur la législation et rentables en un clic. Vous allez directement savoir où vous dirigez et si oui ou non c'est faisable dans votre ville et si ce n'est pas le cas parce que vous êtes dans une grande ville ou quoi, où est-ce que ça peut être intéressant pour vous de lancer cette activité. Ceci étant dit, comme toujours, personne ne se soigne simplement sur les conseils de ChatGPT. Ils vont voir un médecin. Aucune grande entreprise ne fait construire ses logiciels uniquement par l'IA. Ils ont quand même des ingénieurs. Personne ne va signer un deal à 10 millions uniquement sur les conseils de ChatGPT. Ils vont quand même passer par un avocat. Donc je recommanderais quand même toujours à mes clients. Oui, l'IA va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Mais pour être sûr, avant la signature, consultez toujours un avocat. Pour être sûr que votre deal est en béton armé. Mais bon, là, ça ne concerne pas forcément les spectateurs YouTube, ça concerne ceux qui sont dans le programme et qui font du business. Je vous remercie d'avoir écouté ça, les amis. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à la prochaine pour un nouvel épisode sur Pierre Digital. Ciao!